Gagner aujourd'hui, ça peut vouloir dire perdre demain. Et en fait, ce qu'il faut, c'est gagner sur le long terme. Chaque heure, en moyenne, on est en situation de négociation. Il y a la préparation et puis il y a le pendant. Comment on aborde une bonne négociation? Ce qui est très important en négociation, c'est pas le quoi, c'est le comment. En gros, je peux dire merde à quelqu'un, mais tellement bien dit que ça va pas briser la relation. En tout cas, Edouard, je suis très content de faire cet épisode avec toi. La négociation, c'est un sujet que je trouve fascinant et j'aimais bien ce qu'on a dit hors caméra, là, ce côté win-win, win-lose, de reconsidérer ça. Tu peux peut-être rapidement présenter ce que tu fais aujourd'hui et surtout peut-être ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais aujourd'hui. Très bien, merci David d'avoir encore une fois de m'avoir invité. Je pense que la négociation est au cœur de nos vies professionnelles, personnelles, des entreprises, des horizons, des familles. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'accompagne des entreprises, des décideurs, des professionnels à, d'une part, améliorer leurs compétences en négociation et d'autre part, à préparer des négociations concrètes à fort enjeu, complexes. Et donc, ce qui me passionne dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cette sensation que si je peux contribuer à arriver plus à ce que tu disais, à ce win-win, c'est déjà beaucoup parce qu'effectivement, ça veut dire des relations plus saines, des relations de confiance, des relations de long terme, éviter le conflit. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à être capable d'arriver à ce type de situation dans lesquelles on préserve le lien et on obtient ce qu'on veut. Ce qui est quand même l'enjeu en négociation. Justement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, pourquoi la négociation, selon toi, c'est important et pour qui c'est important? Il y a des études aujourd'hui qui disent qu'on passe 80% de notre temps à négocier d'une manière directe ou indirecte. C'est-à-dire que quand on est en train de prendre connaissance d'un dossier, d'un projet, d'un conflit, on est en train de quelque part de négocier, puis après il y aura la partie interaction avec l'autre partie. D'autres études qui disent qu'on a à peu près entre 8 et 10 000 négociations chaque année. Personnel, professionnel, formel, informel. C'est-à-dire que chaque heure, en moyenne, on est en situation de négociation. Ça ne veut pas dire négociation formelle avec une table et un négociateur, mais ça peut être par téléphone, par WhatsApp, par email, ou dans une conversation dans laquelle il y a un échange où il faut obtenir quelque chose. Alors pourquoi la négociation est si importante? C'est parce qu'on ne peut pas tout obtenir par nous-mêmes. On a besoin des autres. On a besoin d'autres interlocuteurs, on a besoin de fournisseurs, on a besoin de clients, on a besoin de collègues, on a besoin d'autres personnes avec qui on doit faire avancer nos projets. Et donc la négociation, c'est un des outils, pas le seul, mais un des outils qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut avec les autres. Et c'est même aussi utile, j'imagine, je ne sais pas si on peut en parler, mais avec notre famille, nos parents, nos Exactement. enfants. C'est là où, d'ailleurs, c'est là où on commence à négocier, c'est avec nos frères et sœurs, c'est avec nos parents, c'est à l'école, c'est avec nos cousins. Enfin, donc c'est en fait dans l'entourage familial, mais on a beaucoup de négociations, on parle beaucoup de négociations professionnelles, mais on a beaucoup de négociations privées et qui sont parfois si importantes que les professionnels, sans doute. Souvent, quand on entend parler de négociation, je vois qu'il y a beaucoup cette perception de je vais écraser l'autre, il n'y a que moi qui vais gagner, c'est un peu l'idée que les gens ils ont de la négociation. C'est quoi du coup pour toi la négociation? Exactement, ça c'est une approche, si je veux dire, un peu old school, old fashion, un peu ancienne, où peut-être par des films qu'on a vus dans les années 80, 90, même 2000, on voyait des négociateurs très agressifs, très violents. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les modèles plus successful, c'est des modèles coopératifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin des autres, encore une fois, et donc cette perspective de pouvoir préserver de bonnes relations de long terme, c'est fondamental en négociation. Et donc ce qu'on voit, c'est que parfois, gagner aujourd'hui, ça peut vouloir dire perdre demain, et en fait, ce qu'il faut, c'est gagner sur le long terme. Et donc parfois, pour gagner sur le long terme, désolé pour cette analogie qui n'est pas très agréable, il faut perdre beaucoup de batailles pour gagner la guerre. Et donc cette approche win-win qu'on a déjà évoqué, c'est ce qui nous permet de relativiser ce que je veux vraiment en négociation. Est-ce que c'est obtenir la protection de mes intérêts qui est sans doute une priorité, mais également la protection de mon lien avec l'autre, parce que c'est mon fournisseur, c'est mon client, c'est quelqu'un avec qui je dois faire d'autres business dans l'avenir. Et donc avoir en tête ces deux enjeux, c'est fondamental en négociation pour réussir ces projets, ces business et ces activités. Quelle différence tu vois entre la négociation et la vente, s'il y en a une, pour toi? Moi, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Et mon point de vue, quand on réussit pas une vente, c'est pas la vente elle-même, c'est la négociation autour de la vente. C'est-à-dire que la vente, c'est en gros, si on synthétise beaucoup, j'aime bien l'objet, j'ai besoin de cet objet. Après, la négociation, c'est les conditions pour l'obtenir. Et souvent, les objets plaisent, enfin les objets, les services, les produits vont plaire. Ce qui va être plus compliqué parfois, c'est de négocier les conditions, les clauses qui sont autour de cette transaction. Donc la vente, c'est ce qui va se passer en premier lieu, c'est j'ai envie d'acheter quelque chose, j'ai envie d'obtenir, mais après peut-être s'il va capoter, c'est parce que les conditions me plaisent pas, m'intéressent pas, me conviennent pas. Donc il y a sans doute un lien très, très fort, mais c'est pas exactement la même chose.
Tu peux nous raconter un des moments comme ça, une négociation qui a été particulièrement challengeante pour toi, complexe, et justement comment tu as réussi à la transformer et finir avec ce win-win? J'ai en tête plusieurs négociations, bien sûr, parce que la plupart de fois où on intervient, c'est malheureusement dans des situations complexes. Donc déjà, on arrive un peu trop tard. Donc on arrive en consulting ou en conseil une fois que la négo a bien démarré et dans un contexte où on a besoin de structurer un peu. J'ai en tête une négociation qui a eu lieu il y a quelques années où en fait le contexte était extrêmement tendu pour une raison. On était en fin d'année et c'était un contrat pour un grand groupe international, worldwide, présent dans plus de 70 pays dans le monde. Le contrat arrivait à échéance à la fin de l'année. Donc on était à quelques semaines de la fin de l'année. Sans ça, le contrat allait cesser avec un fournisseur très important dans le domaine informatique. Et donc, ce fournisseur a joué cette carte du timing pour jouer contre la montre et aller au plus tard pour négocier, parce que bien sûr, chaque jour qui passait, il y avait plus de tension. Donc, quel était mon enjeu à ce moment-là? C'était reprendre l'équipe de négociateurs, donner un peu de sérénité, tout d'abord, parce qu'effectivement, dans le stress, on ne va pas y arriver. Deuxièmement, structurer. Et troisièmement, donner un peu de méthodologie. Et donc ça a été les 3 phases qu'on a dû intervenir, c'est-à-dire tout d'abord prendre un peu de perspective et trouver un peu de sérénité, dire écoutez, on va y arriver, un peu de confiance en soi. Deuxième, c'est structurer quels étaient les points clés par rapport à cette négociation, donc y voir plus clair, parce que parfois on se mélange, on est sur des négociations extrêmement complexes où il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de monde impliqué, beaucoup d'acteurs. C'est pas rare qu'il y ait plusieurs dizaines, voire même centaines des personnes impliquées. Et dernier point, c'est comment on va faire pour procéder et quelle va être la méthodologie qu'on va utiliser pour justement protéger nos intérêts et potentiellement préserver le long terme avec notre interlocuteur. Si on pouvait avoir justement des tips un peu actionnables qui vont faire la différence pour négocier, que ce soit négocier avec des investisseurs certaines clauses, que ce soit là, on pourrait le prendre en exemple, on a donc pris ces bureaux-là, on les a réaménagés et on a une problématique qu'on a une verrière qu'on est censé avoir refaire. Pour l'instant, le propriétaire l'a pas encore fait. Et moi, typiquement, je vais obtenir des mois de rabais parce qu'ils n'ont pas respecté leur délai. Il y a la préparation et puis il y a le pendant. Comment on aborde une bonne négociation en fait? Alors, il y a toute la phase de préparation, donc ça, effectivement, on peut parler plus tard si tu le souhaites, parce que c'est déjà un bloc en soi d'activité, mais je dirais, pendant la phase d'échange, il faut faire 2 choses que parfois, d'une manière intuitive, on oublie en négociation, et c'est fondamental, peu importe que ce soit un contrat millionnaire avec un client, un fournisseur, ou un contrat dans la vie privée, dans la vie professionnelle, peut-être plus terre à terre. La première, c'est se poser la question de pas simplement qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'il veut l'autre. Toujours se positionner chez l'autre. Et ça, c'est, je pense, c'est le point de départ. Si on comprend pas ce que l'autre partie attend de nous dans cette négociation, on aura du mal. Et deuxième partie, c'est être extrêmement factuel. Donc être extrêmement rationnel, concret, avec des chiffres, avec des données. Pourquoi pas faire référence au contrat, faire référence aux conditions qu'on avait accordées, ce qui a été écrit, ce qui n'a pas été écrit, ce qui a été envoyé comme email. Donc je dirais, c'est peut-être ces 2 choses-là, c'est fondamental dans la négociation, c'est comprendre l'autre. Et donc ça passe par l'écoute, par l'observation, par la préparation, par l'analyse, mais également avoir cette capacité d'être factuel, d'être concret, parce qu'on sait bien qu'en termes d'influence, et c'est un sujet que je sais que ça t'intéresse beaucoup, bien sûr, parce que c'est extrêmement important pour les entrepreneurs, pour le business, c'est très difficile d'influencer avec des émotions, c'est très difficile d'influencer avec des opinions. Par contre, quand on est extrêmement factuel, on peut y arriver très vite, parce que c'est comme ça et il n'y a pas de débat. Et donc ça, si je me parais, ces 2 points, c'est fondamental en négociation. C'est super intéressant ce que tu dis, donc tu as d'un côté le côté factuel et de l'autre côté les opinions. C'est quoi la ligne? Parce que par exemple, tu vois, dans un bouquin qui s'appelle Tell to Win, qui a été écrit par Peter Guber, qui était un des gérants de, je crois, Sony Pictures, enfin des grosses boîtes de prod, il s'est rendu compte typiquement que c'était pas seulement les éléments rationnels du type pourquoi ce type de sujet dans le film peut marcher, mais aussi la manière qu'il allait de mettre ses émotions dans son storytelling qui allait aussi vendre. Et donc je pense qu'il y a une subtilité que tu veux amener. Il y a des contextes où pour moi nos émotions peuvent vendre et des contextes où à l'inverse, nos émotions peuvent créer l'opposé. Potentiellement j'arrive en colère, j'en sais rien. C'est quoi la nuance? C'est très intéressant ton point sur la vente et la négociation, parce qu'en vente, je pense qu'on est en phase plutôt de séduction, c'est-à-dire qu'on veut proposer quelque chose à l'autre partie, donc on fait venir l'autre partie vers nous. En négociation, ce qu'on veut, c'est que on sait qu'on part de 2 points séparés entre nous deux, entre les 2 négociateurs. Ce qu'on veut, c'est trouver un point commun. Donc on veut atterrir quelque part où on est ensemble. Et ce point d'atterrissage doit être un point d'atterrissage qui puisse être de plusieurs points de vue, y compris aux yeux des tiers, de personnes, faire un deal qui est acceptable, qui est correct. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, si c'est un accord qui est basé sur des critères objectifs, ce qu'on appelle les critères objectifs, des preuves, des justificatifs, ça a beaucoup plus de sens et on est beaucoup plus apte à le prendre. Ça, c'est super, c'était un exemple de quand les émotions posent un problème.
Je prends un exemple de vente et c'est un roleplay, un exercice que j'aime beaucoup faire avec parfois les participants quand on est en mode formation. C'est la vente d'un vignoble en Californie, en Napa Valley. Donc c'est un vignoble qui est très bien et il y a quelqu'un qui veut l'acheter. Et si tu dis à ton acheteur, mon vin est exceptionnel, c'est le meilleur du monde, bien sûr c'est normal, c'est ton vin à toi, donc il y a beaucoup d'émotions. Par contre, si tu as un article du New York Times qui dit ce vin est exceptionnel, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. C'est une preuve sociale. Ouais. Exactement. Et donc c'est ça qu'on va chercher en négociation pour influencer l'autre. C'est pas forcément cette partie purement émotionnelle, parce que là on peut être beaucoup plus fragile que si on a des éléments factuels. Oui, là c'est intéressant parce que c'est des éléments factuels qui vont participer à générer une émotion pour le coup chez l'autre. Exactement. On va chercher à influencer l'autre par des faits et par une certaine rationalité, parce que par définition, la négociation est très émotionnelle. Et donc l'émotion n'est pas toujours le meilleur allié. Quand on est ému, on est fragile. Mais alors pour le coup, est-ce qu'on pourrait considérer que l'émotion de l'autre est à notre avantage ? Absolument. Pour peu qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse l'identifier. J'en rappelle encore une société qui était en vente et donc le vendeur avait plusieurs acheteurs. Donc c'était quelqu'un qui prenait sa retraite, donc il avait monté la société il y a une quarantaine d'années. Moi j'étais du côté vendeur. Ce qu'ils n'ont pas compris les acheteurs, c'était le côté émotionnel du vendeur. Et donc, il y a un seul acheteur qui a dit « je vais garder la même équipe, le même lieu, le même nom Oui. ». Les autres, ils n'ont pas prêté attention à ça. Et donc, le vendeur, il a accepté une offre qui était moins intéressante d'un point de vue financier, mais juste parce qu'il a senti que l'acheteur potentiel avait capté cette émotion. La mission, la culture de la boîte. Exactement. Et c'était pas simplement un calcul froid et financier, c'était dans ses valeurs, je veux préserver ce que j'ai bâti en 40 ans. Tu vois, hier, je vais pas citer son nom parce que c'est confidentiel, donc je vais essayer de un peu brouiller les pistes pour pas qu'on puisse deviner, mais j'étais en train de discuter avec un entrepreneur dont l'objectif, c'était de pouvoir, pour faire simple, s'associer à plusieurs pour que, à plusieurs, en gros, ils puissent avoir plus de pouvoir. C'est des boîtes internationales. Et ils étaient pas assez bénéficiaires quand ils sont tout seuls, parce qu'ils ont tous cassé les prix. Et donc l'idée, c'est de dire, si on se met à plusieurs, au lieu de se faire la bourre sur qui est le moins cher, et au final ils sont tous déficitaires, on va tous se regrouper ensemble, comme ça on arrête de se faire la compétition, on augmente de 25% les tarifs, et au final on est tous bénéficiaires. Donc sur le papier, ça c'est factuel, on est tous déficitaires, c'est factuel. Si on augmente les prix, on va devenir bénéficiaire. Donc là, il y a un intérêt qui est ultra win-win. Et il y a 4 acteurs, il y en a 3 qui disent go. Et il me disait, mon problème, c'est que tu en as un 4e qui lui veut pas. Et il en suffit d'un pour que ça capote, parce que s'ils sont 3 à avoir monté le prix de 25% et qu'il y en a un qui garde ses prix en bas, il va te prendre les parts de marché. Et donc je lui disais exactement ce que tu as dit. C'est quoi son intérêt à dire oui ? Au-delà des premiers éléments factuels que tu as donnés. Et il commence à m'expliquer, il me dit, ouais, c'est un type qui a un gros ego. Et je dis, justement, qu'est-ce qui pourrait être super pour lui vis-à-vis de son ego de dire oui. Et donc j'étais dans ce processus d'essayer de l'aider à voir le monde au travers des yeux de cet entrepreneur-là. 2 choses, il a commencé à me dire oui, mais il est un peu sneaky, il est un petit peu vicieux. Et je dis, en fait, le problème, c'est que tant que tu le mets des étiquettes qu'il est vicieux, tu vas pas voir le monde de manière objective au travers de ses yeux. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as des astuces qui facilitent de comprendre l'autre ? Le challenge, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, on parle beaucoup d'empathie. Oui. Et donc, effectivement, là, en termes de négociation, si on cherche 2 mots opposés, c'est ego versus empathie. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego et a peu d'empathie, donc égoïste, égocentrique, tout ça, c'est peut-être l'opposé d'être dans l'empathie, donc d'être en contact avec l'autre. J'ai un exercice que j'y propose pour chaque négociation un peu complexe, comme celle que tu évoques, où on se comprend pas trop bien, on n'arrive pas trop à savoir comment s'y prendre. C'est, tu vas te préparer pour cette négociation, mais tu te mets à la place de l'autre. Donc, tu vas te préparer pour négocier comme si tu étais ton vendeur ou ton acheteur. Quels peuvent être ses intérêts ? Qu'est-ce que ça peut lui intéresser ? Qu'est-ce que peut lui plaire ? Et donc, tu vas faire un effort, quelque part, de te mettre à la place de l'autre. Alors, j'ai eu cette idée de faire ça. Enfin, je ne me disais pas non plus extraordinaire, mais ça m'est arrivé parce que j'enseigne beaucoup à l'université et dans des entreprises. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que des participants se trompent. Et ils lisent les instructions erronées. Et du coup, bien sûr, ça peut donner beaucoup d'infos, mais ça donne aussi un état d'esprit. Et à un moment donné, quand tu dis, bon, écoute, voilà, tu vas oublier tout ce que tu as lu, tu vas oublier tout ce que tu as appris sur l'autre, mais il dit, non, mais maintenant, je comprends quel est son challenge. C'est pas tellement l'information clé, donc c'est faire un effort de se mettre à la place de l'autre, dire, si j'étais lui, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Qu'est-ce qui pourrait me plaire ? Qu'est-ce qui pourrait être non négociable ? Qu'est-ce qui pourrait être la ligne rouge ? Et ça, c'est pas toujours évident, parce que quand on s'aime, quand on se connaît, quand on s'apprécie, c'est facile, hein, avec nos amis, avec notre famille, mais avec un type qui nous fait pas la vie toujours agréable, c'est compliqué à le faire. Et donc effectivement, c'est un exercice presque physique de se mettre à la place de l'autre et dire si j'étais lui, qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce qui m'intéresserait, qu'est-ce que je voudrais obtenir de cette négociation. Ce qui m'a répondu, c'est ouais, mais je le connais pas en fait. Je lui ai parlé 20 minutes sur Zoom. Tu lui conseillerais quoi typiquement ?
de le connaître. Et donc, ça passe par bien sûr une phase de préparation. Donc, on peut identifier qui est le personnage, si j'ose dire. Donc, quel est son background. Donc, aller voir sur Internet. Éventuellement, effectivement, aller sur Google, sur LinkedIn, sur les plateformes, sur les réseaux, voir un peu qui est. Et deuxièmement, c'est bâtir une relation de sincérité. Ça ne veut pas dire de complicité, mais ça veut dire en tout cas d'échange, de poser des questions, de s'intéresser. Et le pouvoir de l'écoute est extraordinaire en négociation. On utilise un adage que je pense qui est très graphique. On dit on a 2 oreilles et une bouche pour écouter le double qu'on parle. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'en négociation, il faut capter le détail qui va tout changer. J'ai un exemple, si tu me permets, avec plaisir, d'une négociation avec un cadre très 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 haut niveau d'une entreprise, d'un grand groupe international, que l'entreprise a souhaité à un moment donné virer. Donc c'était quelqu'un qui était proche de la retraite, mais voilà, quelqu'un qui avait beaucoup d'informations, quelqu'un qui avait beaucoup de réseaux, donc on ne souhaitait pas non plus faire du bruit. Voilà, faire du bruit ou arrêter dans des situations conflictuelles. Et donc moi j'étais du côté négociateur entreprise, parce qu'il m'a été sollicité d'accompagner, souvent en tant qu'observateur, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'ils n'observent pas. On prend conscience que les entreprises, lorsqu'ils négocient, sont tellement dans l'émotion qu'ils n'observent pas les détails. Et j'ai capté un détail qui m'a semblé extrêmement intéressant. C'est à un moment donné, on lui proposait un super package de départ, mais l'argent, c'était pas son moteur. C'était quelqu'un qui avait déjà un certain patrimoine, donc on voyait bien que c'était pas l'argent. Tu le voyais à quoi, toi? Justement, c'est intéressant. Il a dit cette phrase qui m'a semblé fascinante, qui dit « Vous me proposez même pas une fête de départ ». Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Qu'il avait bien sûr un problème, un enjeu en termes d'image personnelle. Il ne voulait pas partir d'une entreprise où il avait fait sa carrière sans un pot de départ, un peu glamour. Et donc, on a dit, et si on faisait un dîner dans un super resto parisien où on invite une centaine de collaborateurs, où le PDG se présente et va faire un petit discours, est-ce que ça vous plairait? C'est la moindre des choses. Et tout d'un coup, tout l'aspect économique s'est passé à un deuxième niveau parce que ce qui était important pour lui, c'était ça. Tu vois, donc je pense qu'avoir cette capacité de capter avec un geste, avec un réflexe non verbal, même avec une question, avec des questions, on a beaucoup d'infos. Hein. Un client qui vous dit vous n'allez pas être en retard quand même avec la livraison du produit, c'est pas une question, c'est bon, je veux pas que vous soyez en retard. Donc avoir cette capacité d'écouter, de capter, d'analyser l'autre est fondamental. C'est pour ça qu'on a une blague en négo, on dit que le bon négociateur est à moitié Sherlock Holmes et à moitié Sigmund Freud, parce qu'on doit capter toutes les pistes, avoir beaucoup d'infos. L'info est quand même pouvoir en négociation, mais à la fois voir qui est derrière le négociateur. Et là, c'est complexe, parce qu'il y a souvent un homme, une femme, avec toutes les complexités que nous avons en tant qu'être humain. Je me mets à la place de l'entrepreneur là dont je parlais, et qui a envie de faire ce deal avec cet entrepreneur qu'il juge de sneaky, de vicieux. Comment casser cette dynamique où l'autre quelque part se méfie, où l'autre se protège, puisque c'est assez drôle parce que des questions qui peuvent sembler normales dans le quotidien, tu vas en voyage, tu discutes avec quelqu'un, peuvent d'un coup être perçues comme bizarres ou en tout cas je m'en méfie dans un contexte de négociation. Puis, pourquoi il me pose cette question? Comment tu fais pour arriver dans un contexte où il y a déjà une forme de tension, sans parler d'une grosse tension, mais il y a déjà un peu 2 entrepreneurs qui ont les 2 un peu leur ego? C'est quoi le conseil que tu donnerais à la personne qui veut négocier pour arriver à créer un climat où je vais pouvoir justement en savoir plus? L'origine de cette tension, c'est que parfois on oublie que les intérêts en négociation peuvent être différents, mais pas divergents. Et donc, en fait, on peut avoir ce qu'on veut, nous deux, sans être obligé de céder. Et ça passe parfois par, pour répondre à tes questions, par un exercice très simple, c'est partager l'info aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite solliciter l'autre, poser de questions, type comme si c'était à la police pour poser de questions, voilà, parce que ça peut être désagréable. Ça passe aussi pour expliquer quel est notre point de vue, pour partager quels sont nos intérêts, pour verbaliser. C'est important de verbaliser, c'est-à-dire d'expliquer l'autre que c'est pas lui ou moi, ça peut être les deux, de partager l'info, parce que parfois, ça nous arrive dans plein de choses dans la vie, hein, pas qu'en négociation, on assume que les autres, ils sont déjà au courant des choses ou ils sont déjà sensibles à certaines choses. C'est peut-être pas le cas. Il faut faire beaucoup en négociation, il faut faire beaucoup de choses, ça peut être un gros mot, ça choque un peu parfois lorsque je fais une conférence à des participants, mais il faut éduquer l'autre en négociation. Il faut expliquer les choses parfois. Parce que l'autre n'a pas fait l'exercice que nous avons fait de préparation, d'anticipation, de voir la big picture et de dire, voilà, ça vaut la peine de faire ce deal parce que voilà ce qu'on peut obtenir sur le long terme. Et donc, il faut quelque part, le mot est un peu fort, mais il faut éduquer l'autre pour le sensibiliser et le pouvoir éventuellement, potentiellement, le faire venir vers nous. Parce que là, on veut aller, c'est sympa, quoi. Donc, parfois, il faut expliquer, il faut éduquer.
Donc tu conseillerais, imaginons que j'ai invité cette personne au restaurant, de commencer par d'abord parler en fait de mon intention de trouver un deal qui soit win-win, où on se sent bien tous les deux, et de commencer à mettre ce contexte avant de basculer dans des questions. Absolument, ouais. Voire même, je vais faire même un pas en arrière, mais démarrer avec, je dirais même pas la politesse, mais démarrer avec merci d'être là, parce qu'il ne faut pas oublier que la négociation est volontaire. Ouais, je suis très content que tu sois venu. Exactement, merci pour ton temps, je suis très confiant que cet échange va être très productif pour nous deux. Il faut verbaliser, tu vois, ça va être très productif pour nous deux, pour notre projet, qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, qu'on a un potentiel commun qui est extrêmement fort, donc il faut verbaliser, là on est peut-être en phase de vente, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait avant de vente et négo, il faut d'abord vendre et puis après on va négocier les conditions, mais d'abord il faut se vendre, nous deux, notre projet, notre expertise, notre business, nos services, pour que l'autre puisse avoir intérêt d'aller vers la partie négo. Tu vois, donc c'est quelque part deux phases différentes et ça passe pas que par la politesse, mais bien sûr par bâtir une relation de confiance. Dans la vie, je pense en général, on n'est pas bon quand on est en tension. Enfin, on peut rien faire d'une manière correcte quand on n'est pas à l'aise. On est beaucoup plus performant quand on est à l'aise, quand on est bien. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des diplomates qui sont quand même d'excellents négociateurs. La première chose qu'ils font, l'ambassadeur de France, quand il est nommé pour partir, je sais pas, à Washington, la première chose qu'il va faire, c'est bâtir un réseau, c'est se présenter, c'est même sans objet de négociation particulière. Pourquoi ? Parce que le jour où il aura besoin, il y a une relation qui est créée. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on dit à négociation, c'est d'abord la relation, et puis après la négociation. C'est beaucoup plus simple. Négocier quelqu'un qu'on connaît, avec qui on connaît ses intérêts, ses sensibilités, ses émotions. Il y a un peu, pourquoi pas, une certaine complicité. Et donc, d'abord la relation, et après la négociation. Moi, je vois, j'ai des contextes où j'ai vraiment envie de trouver un deal win-win, parce que c'est une personne qui compte pour moi. Et je vais avoir la peur, entre guillemets, soit de trop prendre, soit de trop donner. Comment tu abordes une conversation? Et ça pourrait être plein d'exemples. Ça pourrait être un package pour recruter, ça peut être s'associer avec quelqu'un sur un projet, ça pourrait être un partenaire qui veut faire la promotion d'une de nos formations, arriver à trouver le deal. Dans un cas où, pour le coup, à la base, il y a une relation. Je vois dans nos clients, on a plein de personnes qui, justement, quand il y a une relation, évitent la négociation en se disant « Ouh là là, j'ai pas envie d'aller là-dessus, je vais casser la relation. » Comment j'arrive à trouver ce point d'accord win-win où tous les deux, finalement, on est vraiment gagnants? C'est fou, justement, tu l'as dit, on a tous nos perceptions. On peut tous se dire « Ouais, mais en fait, là, moi, je suis en train de plus perdre. » Et l'autre, les deux se disent qu'ils perdent plus, par exemple. Comment on trouve ce point où, en fait, tout le monde est bien avec le deal? Plusieurs choses, peut-être d'abord, c'est pas parce qu'on se connaît, parce qu'on a déjà une relation préalable, qu'il n'y a pas de négociation. Donc effectivement, il faut être, si j'ose dire, assez formel, y compris dans des contextes où il y a une relation sympathique, déjà un passé agréable. Donc il ne faut pas oublier qu'on est un négo. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on oublie. Parfois on est dans la communication, dans l'échange, et on oublie qu'on est en train de négocier. Donc il faut être formel là-dessus. Alors, une chose qu'on suggère en négociation, c'est d'éviter, surtout dans ce type de contexte où il y a déjà un lien préalable, c'est éviter ce qu'on appelle la négociation monovariable et aller vers des négociations multivariables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une négociation, on va éviter d'aborder un seul sujet. Je donne un exemple. Si on parle de prix, pour un objet, pour une vente, soit c'est toi, soit c'est moi, parce que soit je suis très cher et du coup c'est à mon bénéfice, soit je suis pas assez cher et du coup c'est ton bénéfice. Par contre, si on rajoute prix, conditions de paiement, flexibilité éventuellement, date de livraison, lieu de livraison, là on peut avoir plusieurs variables. Je prends un exemple. Si on propose à deux personnes, à une personne d'acheter deux voitures, les deux voitures identiques, même modèle, même couleur, tout pareil. Une à 10 000, l'autre à 11 000. Bah, tout le monde va dire je prends à 10 000 parce que c'est moins cher. Mais si d'un coup on rajoute que celle à 11 000, on peut la payer sur 30 ans, peut-être on prend celle à 11 000. Tu vois, donc c'est pour ça que je pense que là on touche un peu ce qu'on va appeler la créativité. Donc plus encore quand on connaît l'autre partie, il faut être dans cette phase de créativité où on ne va pas rester dans la négociation un peu basique parce que c'est là où ça peut abîmer la relation. Parce que c'est là où c'est toi ou moi. Par contre, si on met plusieurs paramètres, ça peut être nous deux. J'adore ce que tu viens de dire et ça recoupe sur le fait que comprendre l'autre est ce qui est important pour l'autre et l'exemple que tu prenais de ce salarié qui, son vrai besoin, c'est un besoin de reconnaissance. Au final, si on débat sur un sujet, il va un gagnant, un perdant. Par contre, si on enrichit, c'est plus complexe, c'est plus nuancé. Il y a une scène dans la série Billions, qui est une série où c'est des fonds... Tu connais? Oui. Ok. Et il y a une scène que j'adore où en gros, il veut arriver à obtenir les accords pour construire un stade dans New York. Et le gars refuse. Et en fait, il fait venir, donc c'est un politique, il le fait venir. Le politique, je sais plus quelle responsabilité il a. Et sur le lieu où il va avoir le stade. Et en fait, tu as un grand message qui est suspendu dans les airs. Et c'est le futur nom du stade, s'il est construit. Et le nom du stade, c'est le nom du gars.
Et donc en gros, là d'un coup, il y a la scène qui s'inverse parce que il est en train de réaliser qu'en fait, ce qu'il lui offre, c'est une legacy. Ce qu'il lui offre, c'est un héritage sur plusieurs siècles. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce qu'en fait, il ne négocie plus sur le sujet initial. Il lui apporte quelque chose d'autre qui a une valeur de dingue à ses yeux. Tout l'art de la négociation, c'est être capable d'identifier ce qui va être cher pour l'autre, qui peut être pas cher pour moi. Et on voit ça beaucoup dans des négociations de contrat, parce qu'il y a plusieurs paramètres à négocier, et on peut céder sur des choses qui sont pas très importantes, et on peut être plus fort sur des choses qui sont essentielles, mais surtout avec la créativité. On retrouve parfois des exemples en entreprise, ou en politique, ou ailleurs, hein, ou des choses qui ont vraiment pas beaucoup de valeur, ça peut être extrêmement cher pour quelqu'un d'autre. Tu vois, en termes de réputation, en termes d'image, en termes de réseau, en termes de visibilité, en termes de beaucoup de choses. Tu as une forme de matrice qui permet de réfléchir, parce que si quelqu'un nous écoute et n'est pas du tout formé ou à l'aise sur les sujets d'influence ou de négociation, entre guillemets, pour moi, il y a un côté plus facile parce que dans le contexte de la psychologie et du coaching, je suis habitué à comprendre l'autre, ses besoins, ce qui est important. Mais est-ce que tu as une matrice de dire, tiens, quand je pense à mon associé ou cet investisseur ou peu importe, est-ce que tu as une matrice qui peut aider à réfléchir ? J'ai une image que j'invite tes auditeurs à garder en tête, c'est que la négociation est comme un iceberg. La particularité d'un iceberg, c'est une partie visible en haut, donc 10%, 20%, une partie cachée, submergée, qui n'est pas visible. Et donc la partie visible, c'est ce qu'on appelle la négociation de la position. C'est la position du négociateur qui répond souvent à une question, quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux obtenir dans cette négociation ? Si on va dans la partie cachée, dans la partie submergée de l'iceberg, on trouve ce qu'on appelle les intérêts. Donc les intérêts, c'est quoi ? C'est les motivations, les peurs, les ambitions, les frustrations. Ça peut être court terme, long terme, professionnel, personnel. Et donc ce que je suggère, c'est toujours avant une négociation, c'est de se plonger dans l'iceberg, c'est-à-dire de visualiser l'iceberg. Pourquoi ? Parce que la partie visible est très facile, hein. Je veux ça, je veux ceci. Je prends un exemple, quelqu'un qui vend son appartement. Ou quelqu'un qui vend un objet XY. Qu'est-ce qu'il veut ? La position, c'est simple, je veux vendre. C'est tellement simple qu'on le sait même avant d'aller négocier, même avant d'aller rencontrer la personne. On vous dit déjà, mon objectif, c'est je veux vendre l'appartement. Par contre, pourquoi ? Parce que là, ça peut tout changer. Est-ce que c'est parce que ça a été un héritage et on doit vendre au plus vite ? Est-ce que c'est parce que j'ai un investissement derrière ? Est-ce que c'est parce que je suis un professionnel d'investissement ? Est-ce que c'est parce que j'ai d'autres motivations XY ? Donc, être capable d'aller vers cette partie plus cachée de la négociation est fondamental. Et cette partie cachée, ça existe partout, en politique, en diplomatie, on le voit malheureusement dans le contexte actuel. Ça existe aussi en business, bien sûr, dans la vie privée, dans la vie de couple, dans la vie avec nos amis. Il y a toujours une partie visible, une partie cachée. Donc, l'objectif négociateur, c'est par l'analyse, par l'observation, par la préparation, par le questionnement, trouver cette partie cachée de l'iceberg. Par exemple, ce matin, j'étais en discussion, j'ai rencontré une petite agence dans un domaine en particulier et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour nous de voir si cette petite agence, elle est intéressée par être rachetée ou en tout cas qu'on rachète une partie de leur activité. La personne n'a pas du tout exprimé de désir de vendre pour le coup. C'est moi dans ma tête où je me disais pour nous développer ça peut faire sens et je pense qu'on peut leur apporter beaucoup. Quelles sont les questions typiquement si j'organisais un call avec le fondateur pour voir ses intérêts à vendre son entreprise ou une partie de son entreprise? C'est quoi les questions que je peux poser? Déjà, le premier point, c'est effectivement poser de questions. Donc là c'est le bon point, c'est poser beaucoup de questions plutôt ouvertes que fermées. Mais tu as des exemples de questions qui peuvent aider? Par exemple, on peut poser la question, pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Pourquoi vous faites ce business? Qu'est-ce que vous amenez à venir jusque-là, par exemple? Parce que là, on peut trouver un peu l'ADN de l'entreprise ou qu'est-ce qui a motivé. Des questions par rapport à l'avenir. Où est-ce que vous voyez dans 20 ans? Quelles sont les difficultés que vous voyez pour grandir la structure d'ici 5-6 ans? Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rassurant pour vous par rapport au contexte? Donc, ce type de questions qui se préparent, bien sûr, hein, il faut anticiper un peu. Ça nous permet de lire entre lignes. Dans les questions que tu viens de poser, c'est clair que tu vas avoir plein de valeurs, plein de besoins, plein d'intérêts. Et du coup, dans ce contexte-là, tu vas commencer par ça, puis dire moi j'ai un intérêt à développer en fait par du rachat externe, ou tu vas le dire en amont. Ça dépend du contexte. Mais ce qu'on conseille souvent en négociation, c'est de planter le décor d'abord, donc faire un état de lieu, si tu veux, quelle est la situation, quel est le contexte, pourquoi on est là, et puis après, effectivement, dire voilà, on a plusieurs options, dont une qui peut être celle-là. Mais le risque de démarrer tout de suite avec ce que je veux, c'est qu'on risque de rentrer ce qu'on appelle une guerre de position. Donc tout de suite, je veux pas, je veux ci, je veux... Alors que si on plante le décor, on peut déjà au moins se mettre d'accord sur le contexte, par exemple, ce qui est déjà beaucoup. Par exemple, ce qu'on suggère, c'est voir quels sont nos intérêts communs, par exemple. Et donc à partir de là, on pourra éventuellement avancer à partir de ce qu'on partage. Et ça encore une fois, ça passe, je me répète un peu, mais ça passe par une connaissance profonde de ce qu'il veut l'autre, ce que je veux aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il faut être clair, quelle est ma priorité, qu'est-ce que c'est gagner en négociation, qu'est-ce
Qu'est-ce que je veux obtenir de cette négociation? Et puis après, on peut avancer avec l'autre partie. Et souvent, ça se fait de manière naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on voit qu'on a des intérêts communs, qu'on a un potentiel, les choses se passent d'une manière assez naturelle. Et je pense que c'est les meilleures négociations, c'est celles où on arrive à l'accord sans se rendre compte. Il y a des cas où j'ai la sensation qu'on pourrait être tenté, j'ai pas d'exemple comme ça là qui me viennent, mais des cas où on pourrait être tenté de ne pas avoir une négociation. Alors, j'essaye de trouver un exemple. Prenons plein de situations de divorce. Tu as plein de problématiques de divorce, enfin le moment du divorce, qui sont liées au fait qu'il n'y ait pas eu la négociation au moment du deal, le contrat de mariage. Parce qu'il y a la relation, on veut pas en parler, on veut pas se poser. Derrière, il y a la tension à la fin. Pareil d'ailleurs avec des associés, où on fait 50-50 pour simplifier les choses. Et hier, j'avais un entrepreneur qui était à ta place et qui disait... Moi, jamais je referais 50-50, bien sûr. 51-49 pour pouvoir avoir quelqu'un qui peut trancher. Je me suis dit quand il disait ça qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont l'entendre, mais qui vont se retrouver à créer leur boîte. Et bon, il est sympa, c'est mon associé, c'est une nouvelle aventure, alors, je vais pas me prendre la tête pour 1%. Je peux avoir un peu une tentation à ne pas négocier parce qu'à court terme, tout va bien. Est-ce que tu as des... Je sais pas si tu comprends, je sais pas quelle est ma question derrière ça, mais... Ouais. Est-ce que ça te fait écho à quelque chose? Je pense que c'est lié à un sujet qui me paraît fondamental à la négociation, c'est qu'on a peur de négocier. Pas tout le temps, mais on peut avoir peur de négocier pour la raison que tu as évoquée toi tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il va penser si je propose tout de suite de négocier? Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va être vexé? Est-ce qu'il va penser que j'ai pas de confiance en lui? Et alors, ce qui est très important en négociation, c'est pas le quoi, c'est le comment. C'est très évident, mais c'est pas ce que je vais dire, c'est comment je vais le dire. En gros, je peux dire merde à quelqu'un, mais tellement bien dit que ça va pas briser la relation. Et je peux dire oui à quelqu'un avec autant de mépris et de prétention que l'autre va dire il me prend pour un con. Donc, effectivement, ce qui me paraît fondamental en négociation, c'est cette notion peut-être d'être capable de bâtir cette relation long terme avec l'autre. Ça, c'est fondamental. Et ça passe par expliquer les choses, par être extrêmement factuel, comme on a dit tout à l'heure, dans le respect aussi, bien sûr. Le respect est très, très important. Et donc, pas avoir peur de négocier. Moi, j'ai posé la question quand je suis en conférence d'information, qui aime négocier? C'est surprenant, les gens n'aiment pas négocier. Je ne sais pas si tu vois la différence dans d'autres pays, mais... Oui, absolument. Ça peut être un peu culturel. Et il y a encore d'autres pays où le conflit est très mal vécu, très mal vu, alors que effectivement, le conflit en soi n'est pas un problème. C'est la manière de gérer le conflit qui peut être un problème. Le conflit est génial, en fait. Le conflit, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord et que chacun a le droit de s'exprimer et on peut constater qu'on n'est pas d'accord. Mais la peur à la négociation, ça me fascine parce que on a tous peur de beaucoup de choses. Hein. La peur est très légitime. Mais quand on n'a pas en négocier et le résultat, c'est qu'on ne négocie pas, le prix à payer, c'est que, comme tu le dis, on se retrouve dans des situations complexes beaucoup plus tard, alors qu'on aurait pu anticiper, on aurait pu prévoir et ça aurait été beaucoup plus simple. Et comment gérer cet aspect émotionnel associé à la négociation, ce côté, tu vois, je peux m'imaginer là, d'avoir des flashs de moi avec des gens que j'aime, hein, j'entends, hein, me voir déglutir, en fait, voir que déjà émotionnellement, j'étais pas à l'aise. Comment gérer cet aspect émotionnel et changer sa relation à la négociation? Bonne question, parce que ça nous arrive tous, dans le cadre pro ou privé, d'être stressé dans une situation de stress. Alors peut-être deux choses à faire. La première, ça paraît une évidence, mais se préparer, anticiper. Et la préparation n'est pas que mentale, c'est aussi physique, c'est aussi bien sûr technique. Et donc se préparer, ça veut dire bien dormir, bien manger, faire un peu de sport, éviter les gens très toxiques. Ça va nous aider à être dans une meilleure situation de négociation que si j'arrive à la négo, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé et j'ai passé 2 heures avec un type qui m'a agressé dans un autre meeting. Deuxième chose, c'est faire ce qu'on appelle en anglais go to the balcony. C'est une expression très ancienne déjà en management, c'est monter au balcon. On utilise ça en négociation, en management et dans plusieurs disciplines. C'est quoi monter au balcon? C'est comme dans un théâtre ou comme dans une ruelle, hein, on monte au balcon et on voit la perspective plus large. Pourquoi? Parce qu'en négociation, souvent, ce qu'on voit, c'est, comme maintenant nous deux, la personne qu'on a en face. Mais on ne voit pas la scène d'en haut. Et donc parfois, je prends un exemple, typiquement une relation commerciale avec un client, avec un fournisseur, et un jour un jour J, sur un sujet XY, cette personne, l'interlocuteur, est très agressif, pas très sympa. Je sais pas, on peut monter un peu sur le balcon et se dire, voilà, c'est une relation qui date depuis 2 ans, je suis conscient qu'il passe un moment difficile dans sa vie privée. Enfin, c'est contextualiser un peu et prendre un peu de perspective pour pas être pris, parce que je pense que le pire allié en négociation et dans la vie en général, c'est nous-mêmes, nos émotions, nos peurs. Je pense qu'on a des exemples tous, chacun, les derniers 2, 3, 4, 5 jours, où on a réagi d'une manière qu'on regrette.
qu'on n'est pas trop fier de l'avoir fait. Mais juste parce qu'on était stressé, fatigué, on avait faim, on s'est précipité. Typiquement avec des emails, on reçoit un email qu'on n'aime pas et on peut tout de suite envoyer l'email qu'on va regretter. Donc c'est pour ça qu'on suggère monter au balcon pour avoir cette perspective et se dire attention, je réponds pas tout de suite. Parfois c'est très simple. Moi je suggère, fais un email qui nous plaît pas, de le rédiger d'abord format Word. C'est tout simple. Pourquoi ? Parce que quand on le rédige en format Word, on n'a pas la tentation d'envoyer parce qu'il faut copier, coller, aller vers le... tu vois, donc ça sonne un peu de perspective. Déjà, au moins quelques secondes où tu vas dire est-ce que je le fais ou je le fais pas. Alors que si tu réponds dans le corps de l'email, c'est simple, j'envoie et puis après, qu'est-ce que j'ai envoyé, tu vois. Donc effectivement, cette idée de monter au balcon est extrêmement importante en négociation, en gestion de conflit, pour prendre cette perspective long terme. J'adore. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément dans des situations de coaching où il y a conflit avec associés, mari, femme, enfant, qui est soit de regarder la scène dans les yeux de l'autre. Donc des fois même je fais bouger la personne physiquement, je la mets dans l'autre chaise pour qu'elle devienne son mari ou sa femme ou son associé et c'est magnifique ce qu'elle voit. Ou alors effectivement ce côté auteur et je le regarde de manière globale et je me rends compte qu'effectivement quand je prends l'historique, j'avais un coaching d'entrepreneur hier où il vivait mal un truc qu'avait fait son père dans l'adolescence et en fait c'était super drôle de l'aider à voir que donc c'était des conflits liés à l'argent et qu'en fait, en prenant un peu ce côté satellite ou ce côté balcon, son père, à l'adolescence, en fait, l'a entraîné à devenir à l'aise, pour le coup, à la négociation autour de l'argent et que là, il a plus de 50 millions de prêts bancaires qu'il a réussi à négocier. Et du coup, il a eu de la gratitude pour son père quand il a réalisé qu'en fait, ce qu'il trouvait de chiant chez son père, en fait, c'était... de l'entraînement gratuit pendant 10 ans. Son sujet, c'était j'en avais marre de quémander l'argent à mon père, l'argent de poche, etc. Et on l'a fait prendre du recul. Et je lui dis, tiens, comment ton père, en étant tel qu'il a été, il a contribué à que tu puisses lever autant d'argent avec les banques et avoir des prêts. Et là, il fait, waouh, j'avais jamais réalisé qu'en fait, il a contribué. C'était inconfortable, mais il m'a aidé, quoi. Ça rejoint le sujet que la négociation, c'est un apprentissage. On apprend avec l'échec, on apprend avec la réussite, on apprend des autres, on apprend avec les autres. Mais en tout cas, effectivement, quand on réussit une négociation, c'est pas les 10 minutes ou 3 heures ou 6 jours de négociation, c'est tout ce qui s'est passé avant, y compris, c'est un bel exemple dans la vie privée, dans la vie individuelle de chacun. Toutes les expériences que tu as eues. Toutes les expériences, exactement. Et surtout les négatifs, parce que les positifs, parfois, on n'apprend pas beaucoup quand ça se passe bien. On ne sait pas trop pourquoi ça se passe bien. Par contre, quand ça se passe pas bien, on a plus la capacité d'identifier où était la faille, où était l'erreur et pouvoir améliorer. Ce qu'il disait d'ailleurs Nelson Mandela avec une phrase très connue, en négociation, parfois je gagne, parfois j'apprends. Mais je perds jamais. Même quand je perds, j'apprends quelque chose de moi-même, des autres, du contexte, des interlocuteurs. Et ça, c'est très puissant, je pense. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à $3000 par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref,
c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. C'est quoi ta perception, ta vision entre ce côté ferme et ce côté rond, entre le côté relation rondeur et à un moment donné, quelle est la place dans la négociation de la fermeté? Par exemple, tu vois, hier, l'entrepreneur que j'avais, il parlait de négociation avec les investisseurs. Sa vision du monde, encore une fois, c'était un mode, sur cette clause-là, je suis pas prêt à négocier. Et je suis donc prêt à perdre le deal si vous voulez me mettre cette clause-là. Il y a une forme de rapport de force dans ce qu'il exprimait, mais une forme surtout de certitude qui était pas rond pour le coup. C'était en mode voilà où j'en suis. Est-ce qu'à un moment donné tu dis tiens, il y a une phase pour la relation, il y a une phase pour la fermeté dans la négociation? Ça, c'est un point d'équilibre extrêmement difficile à trouver en négo, mais qu'il faut le trouver en permanence, entre effectivement, comme tu le dis, être ferme, ce qu'on va appeler être compétitif, peut-être, être dans la fermeté de mes intérêts, et être plutôt dans la relation, ce qu'on appelle être accommodant. C'est-à-dire, on va s'accommoder à l'autre pour bâtir cette relation de long terme de confiance. Où se trouve le point d'équilibre? Ça dépend de chaque négociation, de chaque contexte. Je prends un exemple, une fois il y a très longtemps, j'ai formé ou j'ai accompagné une petite structure où ça se trouve, un peu particulier, mais ça peut arriver, le directeur des achats était le directeur commercial. C'est lui qui pilotait les deux activités, c'était une structure pas très grande. Et il me disait, le matin je suis directeur des achats, l'après-midi je suis directeur commercial et j'ai deux personnalités complètement différentes. Le matin je suis extrêmement ferme, l'après-midi je suis très flexible, très ouvert. Et donc effectivement, c'est en fonction du contexte, en fonction du profil de l'autre partie, en fonction de ce que je veux obtenir, je dois être entre cette fermeté d'être extrêmement compétitif ou cette souplesse d'être dans la relation avec l'autre. Où se trouve l'équilibre? C'est difficile. Il y a des situations dans lesquelles on doit être extrêmement compétitif. Il faut le faire, ça se justifie. Je prends un exemple, je dois acheter un produit et j'ai une vingtaine de prestataires. Là, je vais être plutôt compétitif parce que je peux choisir, parce que ça ne veut pas dire être désagréable, être autoritaire, être violent, ça c'est pas la même chose, mais je peux être compétitif, dire voilà, c'est les conditions que je propose, si ça vous va bien, sinon on ne peut pas être trop flexible là-dessus. Par contre, il y a d'autres contextes où on doit s'obliger d'être extrêmement flexible. Par exemple, quand on veut travailler avec un client, avec un fournisseur, on n'a pas le choix. Et là, on doit bâtir beaucoup de relations, on doit bâtir beaucoup de créativité. Et donc, je pense que le bon négociateur, finalement, c'est un peu celui qui est capable de bouger, y compris dans la même négociation, d'un extrême à l'autre. On ne négocie pas pour arriver à un accord. Ça, c'est très facile, arriver à un accord. Je donne tout de suite un conseil pour arriver à un accord en moins de 5 minutes. Ça va intéresser beaucoup. Tu dis oui à tout. Tu arrives et tu dis oui, je signe. Même pas 5 minutes, tu as obtenu un deal. C'est comme les gens qui disent, les vendeurs, j'ai formé beaucoup de vendeurs à une époque, ils me disaient vendre c'est difficile. Je dis non, c'est facile, baissez le prix. Baissez le prix jusqu'au moment où l'autre dit oui et c'est fait. Ce qui est difficile, c'est bien négocier, bien vendre. Alors, c'est quoi bien négocier? C'est protéger ses intérêts. L'objectif négociateur n'est pas d'arriver à un accord. D'ailleurs, on a tous des exemples où on a négocié sans arriver à un accord et c'est pas la fin du monde. L'objectif, c'est protéger nos intérêts. Et ça passe par une stratégie, on parle de stratégie là, qui va basculer entre la compétition et la coopération. Alors, où est-ce que je trouve l'équilibre? C'est à chacun de le trouver. Enfin, il y a un expert en négociation que j'aime beaucoup qui prend l'image de la place de l'Étoile à Paris, où pour la traversée en voiture, si on n'est que compétitif, on aura un accident. Si on n'est que coopératif, on va passer la journée parce qu'on va laisser passer tout le monde. Alors, pour passer la place de l'Étoile, il faut trouver l'équilibre entre accélérer quand je peux le faire, mais aussi céder quand c'est un gros camion qui arrive et qui ne va pas me laisser passer. Donc ça, je pense qu'en business, dans la vie, et surtout bien sûr en négociation, qui est un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est fondamental. Trouver cet équilibre entre la compétition et la coopération. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui justement ont un côté tellement relation forte? Ils vont avoir ce côté coopératif fort et le côté justement compétitif, ils y sont pas à l'aise. Contrairement à mon invité d'hier qui pour le coup lui était très à l'aise à dire c'est comme ça, je changerai pas. Parce que je peux t'entendre intellectuellement, me dire oui peut-être que ce serait intéressant que j'équilibre ma manière de négocier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé ma boîte Paradox, parce que je crois vraiment que c'est dans des trucs opposés qu'il y a l'excellence. Comment je vais apprendre à faire l'opposé quand l'opposé il est pas fluide? Typiquement peut-être qu'hier c'est pas fluide d'aller dans la relation, et d'autres pour lesquels la relation c'est fluide, mais alors être dans le côté compétitif, l'assumer c'est pas fluide. Comment on apprend en fait à développer l'autre partie?
On a tous une tendance naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu le disais, qui sont par nature très compétitifs. C'est un peu la théorie des jeux. Tu sais, il y a des gens qui jouent pour gagner, des gens qui jouent pour pas perdre. Donc déjà, c'est deux manières de voir le monde. Donc il y a des gens qui par nature sont très compétitifs parce qu'ils sont là, je veux tout obtenir, je m'en fous un peu de la relation, je m'en fous un peu de l'image, de la réputation parce que je suis extrêmement compétitif et parfois sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc c'est ça la limite aussi, c'est parfois être extrêmement compétitif, ça peut se payer très très cher. Il y a des gens qui sont extrêmement coopératifs, donc ils sont basés sur la relation, le long terme, la sympathie, l'empathie. Et donc, ils oublient parfois même ses propres intérêts. Alors, comment passer d'un bloc à l'autre quand on est 100%, je dirais, pur profil compétitif ou coopératif? Je pense que c'est un apprentissage, comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. Enfin, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais j'aime bien parfois les analogies un peu décalées. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise en jean, basket. Mais si je suis invité à un mariage très formel, bien sûr, je vais être capable de m'adapter. J'irai peut-être en costume, cravate, tu vois. Ou, alors, si je suis invité à un mariage à Ibiza, à la plage, j'irai peut-être habillé plus décontracté en blanc. Enfin, donc, cette capacité de connaître quelle est notre zone de confort, c'est bien, mais de s'adapter, c'est mieux aussi encore. Et donc, en négociation, c'est la même chose. Et donc, comment je peux faire? Je peux me connaître moi-même déjà, ça va être le point de départ, savoir où je suis. Donc, c'est déjà un bon point de départ. Deuxième, c'est de m'entraîner, me former, pratiquer, comprendre les conséquences de ce que j'ai fait. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est très agressif, très autoritaire, très compétitif. Ça peut marcher dans certains contextes, sans doute. Mais ça ne peut pas marcher dans tous les contextes. Si tu négocies avec un monopole dont tu as besoin d'être très compétitif, ça peut être très risqué, très dangereux. Il peut avoir un impact, y compris extrêmement négatif, c'est briser, rompre la relation et tu n'as pas le produit que tu veux obtenir. Oui, et tu n'as pas d'autre alternative. C'est ça le drame, effectivement. Donc, cette flexibilité est fondamentale en négociation. Je te rejoins complètement, il faut aussi être dur et solide, et notamment sur ce qu'on appelle sur les valeurs, par exemple. Moi, je peux être très flexible sur beaucoup de choses, mais pas sur mes valeurs. Valeurs d'entreprise, valeurs de pays, valeurs de personnes. Mais effectivement, cette flexibilité est extrêmement importante, surtout dans des contextes comme aujourd'hui. Enfin, on en parlait un peu avant cet échange avec toi. On a des entreprises aujourd'hui qui doivent renégocier des contrats avec des fournisseurs parce que le prix de matières premières a changé, l'équivalence euro-dollar a changé aussi, donc ça a des impacts gigantesques pour les entreprises. Et ils se retrouvent que là où ils avaient négocié en situation de force, ils ne sont plus aujourd'hui. Là, c'est le fournisseur qui va dire, écoute, si tu n'augmentes pas à 10% ce qu'on avait accordé, je ferme le robinet et c'est fini. Et je ne peux pas me permettre ça parce que 10% c'est beaucoup, mais sans le produit, je ne peux rien vendre derrière. Donc, tu vois, donc il faut avoir cette capacité un peu d'adaptabilité, de s'adapter à chaque contexte. Question rapide, réponse rapide, mais tu peux prendre le temps si tu en as envie. Quel est un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné? Ça peut être dans la négociation ou ça peut même être dans la vie en général, peu importe, ou les deux. J'ai tout de suite l'exemple en tête. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. C'est un magistrat français, quelqu'un qui était prof, qui avait un parcours même politique assez exceptionnel. Et je lui dis comment vous avez réussi à faire tout ça. Il m'a dit, j'ai jamais dit non. C'est-à-dire qu'on te propose quelque chose, tu te sens pas prêt, t'apprends quoi. Tu te formes, tu te prépares, tu organises ta vie, mais jamais dire non. Même si tu te sens pas prêt, parce que déjà si on te propose, c'est parce que peut-être les autres sentent que t'es prêt. Ça peut être un conseil sympa de pas se bloquer soi-même et pas dire non tout de suite quand on propose quelque chose. Essayer d'aller vers le oui. Ça peut être avec un client qui propose un nouveau projet que t'avais pas fait a priori. Ça nous est arrivé tous avec le Covid, de dire est-ce que tu peux passer du présentiel au distanciel. Si on dit non, on rate des opportunités. On dit oui, et puis on verra après comment ça se passe. Et ça se passe bien. Souvent, ça se passe bien. Et sinon, on apprend. C'est quoi une de tes citations préférées, si tu en as une? J'aime beaucoup Jacques Brel, chanteur belge, qui disait le talent, c'est l'envie. Le talent, c'est l'envie. Et j'y crois beaucoup en ça. J'y crois que avoir du talent, c'est avoir envie de faire quelque chose dans le monde sportif, dans le monde professionnel, bien sûr, politique, personnel. C'est l'envie. Donc, avoir envie, c'est la force la plus grande qu'on a. Donc, j'aime bien cette phrase. Le talent, c'est l'envie. Je trouve ça très, très, très puissant. Top. Est-ce que tu as un film ou un documentaire préféré? Et pareil, dans ton cas, ça peut être au sens large et même des films que tu trouves vraiment géniaux en termes de films ou documentaires ou séries que tu trouves vraiment géniaux en termes de négociation. Alors, je sais pas comment on dit en français, pardon, le 12 hommes sans pitié. 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, pardon. Ça, c'est effectivement, c'est incroyable en termes de négociation. Si je peux me permettre de citer un film très, très, très vieux, et c'est sur peut-être tes auditeurs les plus jeunes, ça ne sort même pas. Je pense que c'est c'est un de mes films préférés, c'est Casablanca. Parce que je trouve que c'est là où on voit aussi les limites de la vie en soi, entre être rationnel, être émotionnel, entre ce qu'il faut faire, ce que je dois faire, ce que je veux faire. Et donc c'est un film qui est magnifique de plusieurs points de vue. Mais la fin, je ne vais pas raconter la fin pour si quelqu'un veut le voir, mais ça illustre parfaitement cette tension qui existe dans la vraie vie entre faire ce que je veux, ce que je dois, ce que je peux et ce qui est attendu de moi. Et dans les récents séries, films ou documentaires,
J'ai vu une série sur Netflix qui était très intéressante avec, tu vas m'aider parce que, désolé, j'ai Quel sujet? sujet RH avec cet acteur français qui était joueur de foot, Cantona. Ok. C'est une série sur la vie de quelqu'un qui est une série assez forte, hein, assez dure, c'est pas une comédie, mais on voit cette notion de pouvoir. Très très bien. On voit la notion de pouvoir entre la grande entreprise qui essaye potentiellement de manipuler ou de changer les choses. Bon, voilà, c'est juste un exemple d'une série plus récente où on voit cette notion de pouvoir. Quand tu te sens stressé ou dépassé, c'est quoi tes pratiques ou tes rituels pour gérer ça? J'écoute de la musique. T'écoutes quoi comme musique? Ça peut être soit du jazz très soft, jazz vocal, ou du rock, du rock un peu classique américain, Bruce Springsteen, des choses comme ça, qui donnent beaucoup de sérénité pour moi. Ça te détend? Voilà, des chansons avec beaucoup de puissance, à la fois avec des mots, avec un message, avec une histoire, avec la musique, tout ce qui va avec. Pourquoi pas, plus que l'écouter, en fait, j'aime bien voir la vidéo sur YouTube, en fait, sur version live, tout ça, donc ça... Tu ressens l'énergie. Exactement, donc on voit cette énergie, mais la musique, je pense que la musique aide beaucoup à avoir une sérénité, à prendre de la distance, à se connecter avec le monde. Si tu pouvais poser une seule question à une personne vivante ou morte, tu poserais quelle question et à qui? Je pense que c'est Woody Allen qui avait fait cette blague. Si je pouvais poser une question à Dieu, je lui demanderais pourquoi ce bordel. Mais je vais pas dire ça, c'est un peu la réponse facile. Alors, il y a beaucoup plus d'intérêt à poser une question à quelqu'un qui est déjà mort, parce que vivant, on a encore potentiellement l'opportunité de lui poser. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est poser des questions peut-être à des gens qu'on n'a pas pu connaître en direct. Tu vois, par exemple, je vais être un peu académicien, mais un peu Socrate, par exemple, tu vois, Jésus, Bouddha, sont des gens qu'on a connus par les autres. On ne les a pas connus par eux-mêmes. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas publié, il n'y a pas d'interview, bien sûr, télé, enfin autre. Donc je pense que ces personnages qui ont tellement changé l'histoire de l'humanité, mais qu'on n'a pas pu les entendre en direct, je pense que c'est intéressant de poser quelques questions. Et t'aimerais savoir quoi d'un Socrate? J'ai peut-être une certaine réponse, mais j'aimerais bien connaître la sienne. Pourquoi il faut vivre? Pourquoi il faut vivre? Quel est le sens de la vie? Parce qu'on peut s'interroger chaque jour quand on voit la presse, quand on voit beaucoup de choses, à quoi ça sert tout ça? Donc est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Mais je pense qu'effectivement l'intérêt serait de poser une question à quelqu'un qui n'est pas vivant et quelqu'un, en tout cas pour moi, quelqu'un qu'on n'a pas connu en direct en fait, quelqu'un qu'on a connu par des textes d'autres personnes qui ont parlé de lui. Ou même une question, est-ce que tu penses que ce qu'on a dit de toi c'est vrai ou pas? Ça peut être aussi une bonne question, tu vois. Ouais, quel est l'écart entre ce qui a été écrit et ce que tu penses? Exactement, ça pourrait être pas mal. Quelle est une des choses que tu as appris sur toi récemment? J'ai appris que je pouvais être beaucoup plus technologique que j'y croyais. Beaucoup plus, là, je m'intéresse beaucoup au métaverse, tout ça. Donc, je pense qu'on se fait beaucoup de limites, beaucoup de filtres. Et donc, j'ai appris récemment, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéresse beaucoup le métaverse, tout ça. Hier soir, j'ai dîné avec des amis, puis mon âge à peu près, ils étaient un peu surpris. Pourquoi cette passion? J'ai dit que je pense qu'on peut tous apprendre des choses. Et donc, on a plein de choses à apprendre encore. On a même un monde parallèle à découvrir. Donc, ça m'a un peu choqué. C'est quoi qui t'a inspiré dans le métavers? C'est qui que t'as appris, qui t'a fasciné là dans tes lectures ou conversations? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que pas être au courant, pas être informé, pas lire, pas écouter, pas apprendre sur ce sujet, ça veut dire passer à côté de quelque chose. Et tu ressens quoi justement par rapport à ce sujet? Même dans ton cas, par exemple, sur la négociation, tu ressens quoi? Qu'il y a beaucoup de potentiel. Ça va être quoi les négociations dans le métaverse? Est-ce qu'on peut former les gens à la négociation dans le métaverse? Est-ce qu'on peut négocier dans le métaverse? De quelle manière? Donc je pense que c'est un nouveau champ de travail. Et donc je pense que pas l'explorer, c'est couper une partie de nous, quoi. C'est rater une partie de l'opportunité qu'on peut avoir. Donc je pense que j'ai appris récemment que même encore, on a des choses à découvrir, des choses à apprendre, et que c'est parfois nous-mêmes qu'on se met la limite, tu vois. J'ai entendu parler de métavers, c'est un truc pour jeunes. Puis après, tu te plonges et tu dis, voilà, enfin, j'ai pas, Carrefour, LVMH, tout ça, ils sont allés là-bas, donc c'est pas pour quelque chose, quoi, tu vois. Et donc c'est là où tu commences à te dire, c'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles choses qui sont un peu décalées par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Non, c'est profond parce qu'il y a, au-delà du sujet métaverse, il y a plein de personnes qui après passer, j'en sais rien, je dis un âge au pif, après passer 25 ans, arrêtent d'apprendre et se cloisonnent dans une seule trajectoire, se réinventent pas. T'entends même des personnes de 50, 60, 70 ans qui se répètent des croyances alors qu'on sait aujourd'hui que la neuroplasticité, elle opère jusqu'à la fin de notre vie, qu'on a des capacités d'apprentissage qui sont dingues. Et tu vois des gens qui disent oui mais bon à 70 ans je peux pas apprendre. Et c'est faux en fait, t'as des gens de 70 ans qui continuent d'apprendre. Et c'est fascinant d'ailleurs de voir des gens de 70 ans beaucoup plus à l'aise sur les ordinateurs, la technologie, que des gens de 40. Il y a 30 ans d'écart, mais parce qu'en fait ils sont dans une logique d'apprentissage et donc ils peuvent. Tiens, hyper intéressant, ça c'est la question paradoxe. Quel mauvais conseil tu trouves qui est trop donné
dans le sujet de la négociation. Un conseil qui est beaucoup partagé et toi, t'es pas d'accord. Sans doute, c'est l'idée que la négociation est une guerre, une bataille. Il n'y a pas de gagnant-perdant en négociation. Donc, je pense qu'un conseil qui est souvent donné, c'est souvent dans les films, on l'a vu, on a parlé là-dessus il y a quelques minutes. Qui a gagné la négo? On va les plier, on va les avoir. Alors ça, c'est l'erreur max à commettre en négo. Cette idée, c'est un mauvais conseil parce qu'on n'est pas en négociation. Mais même, si je peux me permettre encore un sujet, gagner ou perdre, tu vois, il faut gagner, mais c'est quoi gagner? On nous dit qu'il faut gagner, mais on ne sait pas ce que c'est gagner. Je prends un exemple, on peut gagner le Tour de France et être numéro 2 à chaque étape. On peut se retrouver dans des situations que c'est quoi gagner, c'est quoi perdre, tu vois. Et ça, je pense que c'est parfois de mauvais conseils de dire il faut gagner ou il faut, tu vois, enfin, je sais pas, dans des équipes commerciales, il faut vendre. Non, il faut vendre, non, enfin, je sais pas, il faut vendre quoi, à perte? Non, enfin, il faut vendre. Enfin, tu vois, donc, je pense que parfois, on est un peu décalé entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. On est beaucoup plus coopératif aujourd'hui. Donc, tout conseil qui est plus dans la compétition, ça me paraît un peu décalé par rapport à ce qui est attendu par le marché et par les gens aujourd'hui. Une question peut-être plus perso, plus émotionnelle. Tu peux peut-être raconter une des négociations personnelles qui a été intense émotionnellement. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle tu es en négociation aujourd'hui. Hein. C'est peut-être un truc qui date de l'enfance ou de l'adolescence ou jeune adulte ou peu importe. Je vois que c'est une question que les auditeurs, les spectateurs, ils adorent parce qu'ils voient la partie humaine de la personne. Moi, je raconte beaucoup des trucs que j'ai foirés. Je suis parti aux États-Unis interviewer des gens qui m'inspiraient. J'ai raté mes interviews. On a oublié d'enregistrer cette interview, des critiques dans les commentaires qui ont été durs. Ouais, c'est quoi un moment de ton parcours qui a été vraiment violent, challengeant, peut-être t'étais à deux doigts d'abandonner, c'était stressant, peu importe. Encore une fois, je veux pas t'influencer dans une direction particulière, mais nous raconter ce que ça a été et surtout ce que t'en as ressorti, quoi. Qu'est-ce que t'as mis en place pour arriver à le transformer et que t'es passé de... C'est un des moments les plus challengeants pour moi. Et au final, ça s'est transformé en quelque chose de beau, avec peut-être du temps. Quand j'étais au collège à peu près, je pense, enfin collège, lycée, j'étais à Barcelone, en fait je suis originaire de Barcelone, et il y a eu une opportunité de partir quelques élèves aux États-Unis pendant 2-3 mois. Même plus, peut-être 4-5 mois. Donc, un espèce d'échange, tu vois, sympa, plutôt à 15-16 ans. Donc, partir aux États-Unis, dans une famille américaine, pour être dans un lycée américain. Et l'idée, c'était de refaire un peu un échange classique. Et j'ai pas été pris. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, hein. Même, tu vois, un gamin de 14-15 ans qui imagine de partir aux États-Unis avec ses potes pendant 4-5 mois. Et j'ai pas été pris sous prétexte que mon anglais n'était pas bon. Chose que, vu avec la perspective, ça aurait été la première raison de partir. Enfin, ton anglais n'est pas bon, donc tu dois partir en priorité pour l'améliorer. Et je me rappelle, ça m'avait provoqué une blessure profonde, franchement. Perso, j'étais jeune, hein, j'étais tout jeune, 14-15 ans. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis privé de cette opportunité? Pourquoi est-ce que je ne suis pas accepté? Pourquoi est-ce que tous mes potes sont partis? Tous mes potes, hein. Je suis le seul que je suis resté tout seul chez moi. C'était quoi le plus dur pour toi? Peut-être cette frustration de voir que quelque part quelqu'un d'autre décidait à ma place avec des mauvais critères. Ça, je pense que c'est le pire scénario dans la vie. Quand quelqu'un d'autre décide pour toi, et en plus, pas avec les bons critères. Quelqu'un dit non, tu vas pas parce que tu parles pas bien anglais. Alors c'était un délire. Oui, t'as pas le droit d'aller à la salle de sport parce que t'es pas assez musclé. Exactement, c'est un peu le même. Et donc, je pense que ça a été pour moi un moteur toute ma vie pour faire l'international, pour voyager, pour partir vivre aux États-Unis, pour profiter de l'aventure américaine comme je l'entendais à l'époque. Et je l'ai refait plus tard. Je suis parti à 30 ans, tu vois. À 30 ans, je suis reparti aux États-Unis. Mais personne m'a dit oui ou non, c'est moi qui a décidé. Mais je pense que tout vient un peu de là, de cette frustration à 14-15 ans de dire tu peux pas faire ça. C'était de la colère, de la tristesse, c'était quoi? Oui, je pense que c'est une colère, mais cette colère existe chez nous tous, hein, c'est-à-dire que c'est un moteur pour avancer. Mais pour moi, ça avait été quelque part un peu traumatisant. Enfin, c'est rien à voir avec d'autres drames beaucoup plus profonds. Mais pour moi, à 14-15 ans, le rêve de partir avec mes potes aux États-Unis pendant 4 mois et qu'on me dise non, ça bâti quelques structures dans ma tête de dire voilà, désormais, je vais tout faire pour pouvoir bâtir mon avenir, mon destin moi-même, sans être un peu à l'attente de quelqu'un qui va dire oui ou non avec des critères que je ne veux pas partager. Derrière l'intérêt pour la négociation, il est évident quand on sait ça de toi. Parce que avoir un non avec des critères que tu ne comprends pas, aujourd'hui, c'est ton métier que d'arriver à obtenir un oui sur des critères qu'on comprend. Exactement, voilà, c'est bonne analyse. Je n'avais pas vu tout de suite, mais effectivement, il peut y avoir un lien. Parce que là, il n'y a pas eu de négo. Tu vois, il n'y a pas eu de négo, c'était non, on a pris cette décision et j'aurais pu négocier avec les armes que j'ai aujourd'hui, j'aurais expliqué ça, j'aurais dit, attendez, si vous dites que je ne parle pas anglais, je vais être le premier à partir, pourquoi je suis le dernier à ne pas le faire? S'il y avait un jeune qui nous écoute,
qui a 15 ans. Il est dans la situation où on vient de lui annoncer que c'est pas bon pour son anglais. Pour négocier, est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un des leviers à cet âge-là, dans une situation comme ça? Deux choses. La première, c'est essayer de comprendre au max ce qui s'est passé pour s'il peut changer quelque chose, éventuellement, pour s'il peut changer l'avis de ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il peut négocier de manière factuelle, un peu comme ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire, vous me dites que je ne peux pas y aller parce que j'ai un niveau trop bas d'anglais. Oser exprimer, être dans la créativité, ça veut dire s'engager, par exemple, si on doit partir dans 6 mois, je vais me mettre à fond sur l'anglais, je vais apprendre à fond. Et deuxième voie de travail, c'est un travail beaucoup plus sur soi, de se dire, de se donner les moyens pour que ça ne se reproduise plus dans l'avenir, c'est-à-dire se donner les moyens de se former, d'apprendre, d'être assez fort dans la vie pour éviter de se retrouver dans cette même situation de frustration, d'injustice quelque part. Mais première, pourquoi pas négocier avec la créativité, insister sur les intérêts. Votre intérêt, c'est de nous envoyer aux États-Unis pour nous former. Donc justement, si vous trouvez que je ne suis pas assez formé, je vais être le premier. Et en plus, je m'engage d'ici là à le faire, de me former par moi-même. Et deuxième, c'est d'apprendre quelque part, d'apprendre les conséquences et de dire qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois pour ne pas me retrouver piégé comme ça dans une situation pas très agréable. Et c'est vrai que si on prend des parcours d'excellence, il y a toujours des difficultés. Il n'y a pas de parcours d'excellence facile. Quand on prend des exemples, encore une fois, dans la musique, dans l'art, la politique, le sport, le business, il y a toujours des accidents de frustration, des moments où on a fait comprendre que c'était pas toi. Et ça va de Léo Messi, le joueur de foot qui était trop petit. Et donc ça peut être sans doute un moteur pour être, parce qu'il était déjà bon, mais il était petit, donc un moteur pour être meilleur, jusqu'à Bob Dylan qu'on lui avait dit avec cette voix tu vas rien faire. Voilà. Ça va plus. donc tu vois, donc parfois je pense qu'il faut ces accidents pour nous bouger. Nous bouger et pour sortir cette énergie dont on a besoin pour réussir. C'est sûr, et c'est un super message de fin. En tout cas, Edouard, merci beaucoup. Moi déjà, j'ai appris beaucoup avec toi et je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent, c'était un bel apprentissage. Moi, je retiendrai de notre échange de passer de une variable à plusieurs variables. Je trouve ça hyper puissant. Ça s'applique à plein de choses et ça ouvre justement au fait qu'on est des êtres complexes, on a plusieurs centres d'intérêt, moi et l'autre, et donc il y a plein de manières créatives d'obtenir un deal qui est constructif. Et la négociation, ça peut être du coup une expérience où au final on a plus gagné que le deal initial. C'est même pas on est contents tous les deux, on a tous les deux plus gagné parce qu'en étant créatif, on a construit quelque chose qui allait au-delà de la vision initiale. Donc voilà, merci Edouard, c'était super. Merci David pour cet échange. Merci.